Vous souhaitez, moi aussi, la bienvenue et de vous remercier d'être là ce soir, extrêmement nombreux. Je voudrais qu'on fasse un grand tonnerre d'applaudissements à Albert Escande qui a présenté cette soirée depuis tout à l'heure et qui nous aide beaucoup. Effectivement, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier de tout cœur. D'une part, de votre présence incroyablement nombreuse ce soir, nous sommes près de 400, et d'autre part, de l'ambiance et de l'énergie que vous avez pu, comme nous tous, ressentir depuis le début de cette soirée. Cette atmosphère très particulière, c'est la résultante de cet état d'esprit qui nous anime. Je crois qu'il transpire au-delà de nos propos, il se ressent. Vous avez entendu un certain nombre d'entre nous ce soir, tous n'ont pas pu parler, mais vous les retrouverez dans leur totalité le 4 décembre pour le lancement de notre liste avec vos 24 candidats. Ce soir, nous avons, en dehors de notre socle amical et profond, un nouveau nom, Enjeu monégasque, votre alternative pour 2008. C'est celui de votre liste, dévoilée par Anne Vittorioso tout à l'heure, et ce nom est empreint de symboles extrêmement forts. D'abord, ce sont les enjeux qui nous concernent tous, celui des finances publiques à reconquérir, celui du bien-être social, du défi du projet d'extension en mer, de l'attractivité de notre territoire et de la préoccupation qui est la nôtre de rendre à nos institutions et particulièrement au Conseil national sa dignité et sa place. Surtout, cette alternative que nous vous proposons, nous l'avons préparée, réfléchie. Elle est la seule, selon nous, crédible, porteuse d'espoir et d'énergie pour les années qui viennent. Elle fait appel, c'est vrai, on vous en a parlé ce soir, à un changement de culture profond, à une prise de conscience collective, avec cette indépendance d'esprit et cette priorité qui est la nôtre, c'est-à-dire faire de la politique, avant tout en cherchant à représenter tous les Monégasques, sans en favoriser certains d'entre eux. Nous sommes, c'est vrai, on l'a entendu, des non-alignés. C'est le sens de notre démarche, courageuse, ambitieuse, et qui s'inscrit dans le temps, avec une détermination sans faille, avec une lecture légaliste et moderne de nos institutions, la seule possible d'ailleurs. Nous en sommes ici, ce soir, tous persuadés. Les enjeux et leur maîtrise s'imposent à nous pour assurer le futur de nos enfants, ou du moins garantir un avenir aussi solide que celui que nos aînés et certains personnages politiques incontournables nous ont apporté. Il y a d'abord et avant tout la reconquête de finances publiques vertueuses. En effet, les déficits budgétaires depuis 5 ans, entendez bien, sont de l'ordre de près de 300 millions d'euros. Cela ne s'était jamais vu auparavant. Ces budgets sont présentés sans souci par le gouvernement en déficit et votés sans état d'âme par le Parlement depuis 5 ans. Le déséquilibre budgétaire a entraîné une ponction systématique de notre trésor de guerre, le fameux fonds de réserve constitutionnel, au mépris de nos usages en la matière. Et pour le primitif 2008, écoutez bien, 110 millions d'euros de déficit sont annoncés. Il est en plus de notre devoir de vous dire que nous bénéficions depuis 4 à 5 ans
d'une conjoncture économique particulièrement favorable, mais qui n'est pas éternelle. Notre budget se présente en 3 parties. Une première partie, ce sont nos frais fixes, les traitements, les salaires, les charges sociales des corps de l'État pour près de 400 millions d'euros. La deuxième partie de notre budget, ce sont les dépenses d'intervention publique pour 190 millions d'euros, c'est-à-dire tous les événements qui ont lieu toute l'année et les subventions que cela implique. Et enfin, et surtout, le nerf de la guerre, notre budget d'investissement et d'équipement. C'est ce que vous savez, ce qu'on appelle nos équipements lourds, nos grands travaux. En analysant cela de près, on s'aperçoit que la partie investissement représente 33% du budget et que la partie incompressible représente 67% du budget. Le problème, c'est que la partie incompressible augmente au détriment des investissements. La différence essentielle est qu'auparavant, l'appareil public dégageait des excédents notables dont l'accumulation, année après année, a permis la constitution d'un FRC prospère et dont la partie liquide représente près de 2 milliards d'euros. Mais ces 2 milliards d'euros ne représentent aujourd'hui que 2 années de budget en réserve. C'est préoccupant. Que faut-il faire à ce stade, nous direz-vous? Il nous faut, et nous en sommes persuadés, faire pression dans un vrai rapport de force sur le gouvernement, conformément à ce que prévoient nos textes, et je rejoins totalement l'analyse de Franck Michel sur ce point, et forcer nos autorités au bon sens et à la mesure dans ces dépenses d'investissement et d'intervention publique qui sont trop nombreuses et disparates. Monaco peut et doit continuer ses investissements avec un timing plus réaliste. Le gouvernement, notre interlocuteur principal, devra accepter le principe des arbitrages systématiques et des choix clairvoyants avant que les déficits ne soient irréversibles. Notre priorité est aussi de veiller que par la commission de placement des fonds, comme l'a rappelé Rémi Mathis tout à l'heure, à ce que les liquidités du FRC soient mieux gérées et dégagent des profits substantiels, et que d'autre part, les ponctions sur notre trésor de guerre ne soient que très ponctuelles pour des opérations d'importance nationale. Mais peut-être ce soir, avez-vous envie de nous dire ou de nous poser la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes obsédés par les finances publiques? Parce que notre bien-être social, notre habitat, nos écoles, toutes nos infrastructures publiques et notre qualité de vie à terme en dépendent. Un pays qui peut envisager ses investissements futurs avec calme et mesure est un pays dont les finances sont vertueuses. Ce n'est, à ce jour, malheureusement plus le cas. Le deuxième enjeu qui me vient à l'esprit, j'en ai un peu fait mon dada, c'est le projet dont vous avez beaucoup entendu parler sur le fameux projet de l'extension en mer. Mais avant de rédiger, j'ai décortiqué l'aventure de Fontvieille avec les 12 ans de débat public sur la question et j'ai pu voir comment les parlementaires de l'époque avaient travaillé. Ils n'avaient, eux, rien laissé au hasard. Cette idée séduisante et complexe ne peut se concevoir aujourd'hui pour nous que dans le contexte des autres grands travaux qu'il faut terminer et finir de payer. Étant donné l'état actuel de nos finances,